Le Tour de Lozère de la FDSEA s'est arrêté cette année à Grandrieux avec une assemblée générale ayant pour thème principal les prix. Notre assemblée générale de la FED, c'est une journée très particulière chaque année où c'est qu'on réunit toute l'administration et tous les hommes politiques qui viennent, où c'est qu'on a des griefs à faire, bien sûr, comme chaque fois, mais aussi faire une projection sur l'avenir et dire un peu ce qui va et ce qui ne va pas sur l'agriculture lozérienne. Et c'est surtout, nous, ce qu'on parle, c'est surtout pour l'avenir. Alors qu'est-ce qui va ? Alors qu'est-ce qui va ? Aujourd'hui, on a obligation de pouvoir continuer à vivre de notre métier. C'est ce qui est. Alors nous, on a encore l'optimisme de pouvoir continuer dans notre travail. Et c'est ce qui nous anime tous les jours quand on se lève le matin, c'est voir comment on fait et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à continuer à pouvoir vivre de notre métier. Et donc tout à l'heure, quand je vais avoir dans mon discours et que je vais interpeller le préfet, l'administration, tous les hommes politiques du département et qui fassent remonter au niveau national, c'est qu'on arrive à se réunir, s'unir, toutes les OPA, autant amont qu'aval, que toutes les administrations se réunissent entre nous et pour qu'on dise qu'on ait un avenir sur les 10 ans à venir. Et c'est là que si on ne travaille pas comme ça sur les 10 ans à venir, où c'est qu'on veut que déjà tout ce qu'on produit soit mangé localement, parce que c'est joli, parce que pour le moment, les hommes politiques, les citoyens disent qu'il faut manger localement, mais il faut le faire, il faut passer aux actes. Et c'est là où c'est qu'on a un vrai problème actuellement, c'est que on se gargarise de dire que manger localement c'est bien, mais pour le moment c'est pas fait. Donc moi ce que je suis en train de mettre en place, et c'est que j'ai commencé déjà à mettre en place cet été avec la charte que j'ai signée avec tous les supermarchés de Lozère et les bouchers de Lozère, où c'est qu'ils veulent faire du manger local, eux ça y est, c'est attaqué. Là maintenant il faut attaquer les restaurations hors domicile, il faut attaquer l'administration. Donc on a un peu attaqué, on est au balbutiement, mais il faut aller jusqu'au fond, concrétiser les choses. Ok. La FDSEA, j'ai entendu, avait quelques petits problèmes. Les agriculteurs ont des problèmes. Effectivement, après, sortir des cotisations, c'est plus difficile. Tout à fait. Là, actuellement, c'est vrai qu'on a un problème de cotisation actuellement où c'est qu'il y a de plus en plus des agriculteurs qui ont du mal et qui, c'est vrai que pour arriver à payer les cotisations, on dit que c'est un peu plus difficile, mais n'importe comment, si on n'arrive pas à se rassembler, si on n'arrive pas à de payer les cotisations, on est en train de démunir notre syndicat. Bon, encore ça va, il n'y a pas de péril à la demeure, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on arrive à renforcer notre syndicat, premièrement, et deuxièmement aussi, et ce que je dis souvent, c'est que qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Bougonner tout seul dans notre exploitation ou bougonner tous ensemble et faire avancer les choses. Moi personnellement ça fait 25 ans que je suis dans le syndicalisme, j'ai commencé simple adhérent, j'ai monté petit à petit, doucement, je suis arrivé président cantonal, président local, président de la section bovine. Petit à petit, secrétaire général de la FED, là je suis président et je pense que c'est comme ça qu'il faut que les gens le prennent, ou c'est qu'on monte les idées, qu'on progresse et que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer l'agriculture lozérienne et nationale. L'eau, monsieur le préfet Vigne nous avait promis une charte. Depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé, mais que sous les ponts. Et là, j'entends parler de formation, donc on arrive à quelque chose maintenant avec le problème de l'eau en Lozère ? Alors oui, ça y est, enfin, on est quand même arrivé, depuis 4 ans de travail là-dessus, on est arrivé à monter des formations pour expliquer aux agriculteurs déjà qu'est-ce que c'est un cours d'eau et pas qu'un cours d'eau. Et c'est surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire sur un cours d'eau, comme travail, comme entretien. Et ça va être expliqué commune par commune, et ce qu'on ne peut pas faire. Donc c'est là où c'est qu'on est, ça va attaquer dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, et là où c'est que ce n'est pas un cours d'eau, là où c'est que si ce n'est pas un cours d'eau, on peut faire notre travail en bon père de famille. Les agriculteurs sont toujours les premiers des écologistes ? Mais tout à fait. Mais de toute manière, qui c'est qui a façonné l'agriculture? Qui c'est qui a façonné le pays aujourd'hui comme il est? C'est nos grands-parents, nos parents,
nos retraités que je vois là, qui passent juste à l'instant, voilà, c'est eux qui ont façonné l'agriculture, c'est eux qui ont façonné le territoire. Pourquoi on est premier pays touristique au monde? Parce que c'est les agriculteurs qui ont très bien travaillé jusqu'à présent et on continue à très bien travailler et j'en suis persuadé. Alors, quelles sont les difficultés des producteurs de lait? On en parle beaucoup en ce moment. Disons que actuellement c'est la crise laitière et la volatilité des cours des produits laitiers qui fait qu'aujourd'hui le prix du lait payé aux producteurs varie d'une année à l'autre. Entre 2014 et 2015, il y a une grosse variation de prix et aujourd'hui les producteurs n'arrivent plus à faire face à leurs charges au vu du prix du lait qui est payé actuellement par les entreprises. Alors vous le savez, en Lozère c'est un département de montagne, c'est plus difficile de produire le lait, même s'il est de meilleure qualité. Oui, alors la Lozère, comme d'autres départements voisins ou de montagne, est dans le schéma où effectivement les producteurs ont des charges qui sont des coûts de production qui sont plus importants. Tout ça rentre en ligne de compte notamment dans la politique européenne qui est mise en place. Mais ce qui est vital pour les producteurs de lait, c'est le prix payé du lait qui est vendu sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, ce prix du lait payé, nous, notre action, elle est surtout d'être en lien avec le marché intérieur français qui valorise 50% de notre lait français. Et sur ce marché intérieur français, le travail que nous avons initié depuis de nombreux mois, c'est de demander à la grande distribution française d'avoir un sursaut et une revalorisation supérieure pour qu'au final les entreprises puissent nous renvoyer cette valeur ajoutée et avoir un meilleur prix du lait. Donc voilà, c'est le travail que nous avons initié, c'est le travail que nous voulons mener et qui n'est pas achevé parce que c'est pas satisfaisant, mais c'est un signe fort. La moitié du lait qui est valorisé par les consommateurs de lait français, il n'est pas valorisé au niveau de la Nouvelle-Zélande ou des États-Unis. Donc ça, c'est aussi notre culture, c'est aussi notre modèle social français que nous sommes en train de défendre au niveau des producteurs de lait. Il faudrait que le lait se vende combien aujourd'hui pour que ça soit viable pour toutes les entreprises qui en produisent? Disons qu'en 2014, nous avons eu un prix moyen à 365 € les 1000 litres. Certains disaient c'est extraordinaire. Moi j'ai toujours dit l'année 2014 me paraît une année normale. C'est-à-dire qu'à 365 € les 1000 litres, bon, on ne fera pas fortune. On sait très bien que si on voulait faire fortune, il ne fallait peut-être pas faire ce métier. Mais on pourrait vivre et tirer un revenu de la production laitière. Aujourd'hui à 300 €, on ne paye pas les charges. Donc vous voyez un petit peu, les choses vont très vite. 60-65 € les 1000 litres à moins aujourd'hui au niveau des producteurs, c'est pas possible. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'est-ce qui devient au consommateur? Quel est l'effort éventuellement du consommateur pour continuer d'avoir ce 365 € 1000 litres? Et c'est là où ramener à une brique de lait ou ramener à un yaourt, c'est epsilon, quoi. C'est epsilon, c'est-à-dire c'est quelques centimes d'euros en plus sur un yaourt ou sur une brique de lait UHT qui ferait qu'au final on aurait ces 365 € 1000 litres. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de mener pour que la distribution qui commence à avoir pris conscience que la guerre des prix et les prix bas n'était pas une politique viable pour eux peut-être, mais pour nous surtout, devait revoir sa copie. C'est ce qu'elle est en train de faire et ce n'est pas encore suffisant. Mais il faut absolument que nos transformateurs transforment l'essai. Si nos transformateurs gardent l'argent et ne nous renvoient pas à l'ascenseur, le problème ne sera pas réglé. Si tel est le cas, vous riposterez avec des filières plus courtes, directes? Moi, si c'est le cas, je crois qu'effectivement, à la FNPL, nous avons la volonté de pousser le bouchon, comme on dit. Et pousser le bouchon, ça veut dire que si il nous faut travailler en direct avec la distribution, nous le ferons. Je crois que on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse d'une revalorisation du prix du lait. Alors on entend la problématique du marché mondial, on entend la problématique de la Chine, on entend la problématique d'autres pays, sauf que nos charges sont françaises. Socialement et fiscalement, nous sommes en France. Nous faisons vivre entre 5 et 6... nous générons 5 ou 6 emplois au-delà de la production laitière au niveau de chaque exploitant laitier. Donc tout ça, ça a une valeur.
Nous mettons ça en avant. Il faut que les politiques nous aident aussi, c'est-à-dire défendre le modèle laitier français, c'est aussi défendre un modèle social, c'est défendre des territoires. Si on nous dit au niveau des élus français et européens que c'est plus la politique qui est défendue au niveau français ou au niveau européen, on en tirera les conclusions. Mais aujourd'hui, moi, tous les élus que je vois, notamment au niveau français, me disent qu'ils sont derrière nous. Donc on va voir, au niveau européen, ce n'est pas toujours le cas. Le commissaire à l'agriculture n'est pas dans ce schéma-là. C'est quelqu'un de très libéral. Le commissaire Hogan est quelqu'un de très libéral. Voilà, mais il n'y a pas de bataille gagnée si elle n'est pas menée. Donc nous sommes en train de mener cette bataille et j'espère que d'autres pays vont nous suivre et que nous serons capables d'avoir une Europe qui aura une politique laitière. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique laitière au niveau européen. Les quotas sont terminés. Les quotas laitiers étaient une politique laitière. On était pour, on était contre, mais c'était une politique laitière. Aujourd'hui, nous n'avons plus de politique laitière. Nous avons un marché des produits laitiers en Europe et les marchés ne sont pas une politique. Voilà. Donc cette année, effectivement, on a été très actifs. L'agriculture, il y avait de quoi faire, hein, les mobilisations qu'on a fait depuis l'année dernière, la mobilisation du 5 novembre, un jour avant la mobilisation nationale, on n'en a pas parlé, je crois, aujourd'hui, mais une mobilisation très importante. On avait muré la DDT, non pas parce qu'on n'apprécie pas les fonctionnaires de la DDT, mais parce que, bel et bien, nous avons des difficultés et l'administration entrave clairement, de temps à autre, et plutôt souvent, l'agriculture. On avait écrit sur les murs, et je sais que ça me fait réagir, DDT muré, agriculture libérée, et je crois qu'à l'époque, M. le ministre nous avait dit oui, mais si vous, les achats vont ce qu'ils peuvent, on n'en doute pas, mais effectivement, de temps en temps, les réglementations et les taxes représentées nous entravent beaucoup dans nos démarches. On entendait tout à l'heure le président de la FNPL dire que les réglementations coûtaient 10 € de plus aux agriculteurs par rapport à des Allemands. Ça, c'est la réalité des choses, des chiffres sur le prix du lait. Voilà, donc il faut faire attention, il faut faire attention d'être assez souple sur ces réglementations-là. Le 23 juillet, bien évidemment, on a bloqué l'autoroute, comme toute la France a eu des actions, la Lozère a eu des actions aussi. Nous avons mis, Olivier disait 500 agriculteurs sur l'autoroute, bon, peut-être on en avait un peu moins, mais on a fait une mobilisation très forte des agriculteurs. Ah mais pas bien ça. Une mobilisation très forte des agriculteurs, preuve qu'il faut agir et que l'agriculture est très importante dans le Lozère. Puis le 3 septembre, la manifestation à Paris, où tous les agriculteurs de la FNSEA et des JA sont allés battre le pavé parisien, et puis ça s'est achevé à Bruxelles le 7 septembre. Les crises, effectivement, on en a eu cette année, la sécheresse en est une, tout le monde l'a subi, il y a ces jours-ci des visites qui se font sur le terrain. J'espère, et nous demandons à la présidente de la Chambre d'agriculture et la FDSA, que toute la Lozère soit en zone sèche, soit déclarée à plus de 30% de sécheresse pour que tous les agriculteurs puissent toucher de la sécheresse, parce que même s'il a plu à l'automne, les agriculteurs, et Olivier l'a dit, n'ont pas les moyens d'acheter les fourrages et il est nécessaire de débloquer au plus vite ces fonds. Le lait est une crise très importante. Aujourd'hui, on a 400 producteurs, ils vendent aujourd'hui leur lait à perte, on essaie de trouver des solutions, nous responsables, c'est pour ça que le président de la FNPL est parmi nous. Il faut donner une nouvelle dynamique à cette production, il nous faut garder nos quelques outils que nous avons encore, c'est très important. Et puis le lait, et ça, les responsables nationaux ne le savent pas souvent pas, chez nous c'est aussi la viande, parce que le sous-produit des veaux ou des vaches de réforme, ce n'est pas à Lozère un sous-produit. Nous étions aux Accourdons la semaine dernière et on a interpellé nos responsables nationaux en disant attention sur le prix des petits veaux. Aujourd'hui, le prix des petits veaux qui était à 500 € de moyenne il y a quelques semaines a diminué à 300 €. Ça, c'est direct, impacté directement sur le prix des agriculteurs. Donc nos paysans de Lozère, en plus de subir la crise du lait, subissent la crise des petits veaux qui était un petit peu leur point de sauvetage. Donc il faut faire très attention à ça. Et dans les revendications nationales sur l'FCO, ne jamais oublier l'élevage laitier qui souvent, on en parle peu, mais il faut absolument trouver des solutions pour ces petits veaux. Le loup qui impacte chaque année un peu plus la Lozère. Alors je vous le dis, monsieur le préfet, je vous l'ai dit il y a peu de temps au concours de la loi Grarieux, nous avons un quota de prélèvement de 36 loups au niveau lozérien. Au niveau national. Excusez-moi, je vais essayer de déraper, voir si vous vous souvenez, je vois que tout le monde le suit, c'est très bien. Il nous faut absolument, au plus vite, qu'on prélève au moins un loup sur le département de Lozère. Je félicite les services de l'État, et ça, ce sera la seule fois, je crois, de mon intervention, sur le fait que, et ça c'est important, mais il faut le souligner, ça n'a pas été assez souligné. Nous avons été attaqués, la Lozère, le département de la Lozère, l'arrêté préfectoral a été attaqué au tribunal administratif. L'association FERU, les défenseurs des loups ont attaqué
le préfet, monsieur le préfet, au tribunal administratif. L'administration a fait un travail remarquable et nous avons gagné. Il faut savoir, sur les arrêtés de tir de prélèvement du loup, c'est très complexe, et la plupart des arrêtés préfectoraux se font retoquer. Eh bien nous avons réussi à ce qu'ils ne se fassent pas retoquer. Maintenant, nous avons l'arrêté préfectoral réglementaire. Merci pour votre travail. Il nous faut tuer ce loup, tout simplement. Voilà. Si on a fait 3, madame la présidente, tu as raison. Les combats. Effectivement, nous avons mené des combats cette année. L'ICHN en était, Olivier le disait tout à l'heure, 1,5 million d'euros en plus pour agrandir la zone sèche. Ce n'est pas suffisant. Il y a quelques communes qui sont à l'écart et nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces communes de l'Aubrac réintègrent cette zone sèche. L'argent n'est pas arrivé, enfin, il est en cours d'arrivage, enfin, c'est pas encore tout à fait. Comme on dit dans l'administration, c'est au fil de l'eau. Alors l'eau, avec l'administration, c'est un petit peu parfois compliqué. Donc il faut absolument qu'on reconnaisse, et on a travaillé beaucoup avec Olivier Christine, Sophie Pantel, le sénateur Bertrand, le député Morel, il a fallu une synergie des propositions, une synergie des actions pour qu'on arrive à cet échange-là, à avoir ce département ces 87 communes qui ont été modifiées. Il faut savoir qu'au niveau national, il n'y a pas 100 communes qui ont été modifiées de zone, il y a 97 communes, je crois, Olivier. Et sur les 97 communes qui ont changé de zone, pour passer d'une zone moins favorable à une zone plus favorable, il y en a 87 sur ces 97. Et ça, c'est un réel combat que nous avons mené tous ensemble. Les élus de droite, de gauche, les représentants agricoles de tous bords ont été unis à l'administration pour qu'on réussisse. Et on a réussi, et je crois qu'on peut de temps en temps se féliciter des quelques victoires qu'on a. Les surfaces non productives, ça a été un combat qu'on a mené à la Chambre d'agriculture particulièrement pour reconnaître ces surfaces non productives. Souvenez-vous au printemps, il faut savoir donner pour savoir pas. Souvenez-vous au printemps, on nous disait bon mais c'est pas compliqué, vous avez les prêts ok pour l'Union Européenne, il n'y a pas de problème. Alors tout ce qui est un petit peu sous-bois, landagenais, etc., COS, bon mais ça c'est réglé, on n'en a pas besoin, ça ne compte pas dans la PAC. Nous nous sommes battus pour que ces surfaces soient acceptées, qu'on trouve des solutions pour que les agriculteurs puissent les engager, et surtout pour qu'on trouve des solutions pour que les agriculteurs soient le moins embêtés possible en cas de contrôle. Nous verrons lors de ces quick visites dans les jours prochains, visites rapides, quick visites, peu importe, mais en tous les cas Olivier Boulard appelle ça un contrôle, je crois qu'il a raison. On sera vigilant à ce que ça se passe dans de bonnes conditions, parce que je crois que les agriculteurs osériens ont un petit peu sous-estimé leur terrain agricole, et donc on fait un effort dans ce sens, et il faut absolument qu'il y ait zéro problème, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de problème à ce moment là-dessus. Je vous citerai pour finir proverbe qui dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Alors, moi je vous dis une chose, c'est que si je devais faire ma maison, je ne la ferai pas faire à Le Foll et compagnie. Parce que nous avons un ministre qui réussit particulièrement mal ces jours-ci. Il nous avait promis de sauver l'élevage. Il nous a amené la FCO, la cacophonie qui est la FCO, hein. On parle de la crise de l'élevage, on parle de la crise de l'élevage au printemps, mais elle est bel et bien renouvelée, enfin, elle est de plus en plus importante, la crise de l'élevage. La FCO, on dit oui, alors on entendait tout à l'heure le représentant de la DSV nous dire il y a eu des protocoles, etc., etc. On a mis 15 jours à 3 semaines à savoir comment on allait s'y prendre pour vacciner une vache ou un veau, alors que nous, à la Chambre d'agriculture, on avait tout à fait donné les chiffres dès le début. On a mis plusieurs semaines, on a attendu déjà 3 semaines pour savoir qui est vacciné ou qui est vacciné. Ensuite, on nous dit les protocoles par rapport à l'Italie sont en train de signer. Dans tous les cas, les agriculteurs que vous êtes ici ont des mots sur l'exploitation et ils attendent réellement qu'on dise l'accord est signé. Et puis j'entends aujourd'hui, oui, mais alors pour l'Italie, alors pour l'Espagne, c'est bon, hein, c'est signé, mais enfin bon, pour l'instant l'Espagne, on exporte peu la doseur. Pour l'Italie, c'est dans les jours à venir. Alors les jours à venir, ça fait un moment qu'on l'entend, je ne sais pas quel jour viendra. Mais bon. Pour la Turquie, bon, là c'est bloqué, hein, on ne peut rien faire, on attend des solutions politiques, qui est écrit dans le communiqué de ce matin. Et puis pour l'Algérie, on apprend par je ne sais quel moyen, mais bon, on apprend tout d'un coup que les Algériens n'accepteront pas des veaux vaccinés. Voilà. L'année dernière, il faut bien comprendre que notre élevage, nos Algériens, au Vrac en particulier, ça a été une bouffée d'oxygène pour les éleveurs. L'Algérie, moi je connais beaucoup, j'en vois devant moi, qui ont fait partir des voies d'Algérie un peu plus chers dans le marché. Hein. Et aujourd'hui, alors que les veaux ont subi la première injection, c'est ce qui se passe en fait. Hein. Les veaux ont subi la première injection, on nous dit hop, arrêtez là,
on ne peut plus faire partir les veaux pour l'Algérie. Qu'est-ce qu'on doit dire à nos paysans? Moi, je vous demande, monsieur le préfet, je sais que vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais qu'est-ce qu'on doit dire à nos agriculteurs? Il y a 15 jours, on leur disait vaccinez, vaccinez, vaccinez. Nous, on a participé à dire ça. Et puis aujourd'hui, on dit ah oui, mais si c'est l'Algérie, alors faire attention. Et puis dans un mois, on dira ah oui, mais pour l'Algérie, finalement, vous avez dit de ne pas vacciner, mais peut-être on va voir. Mais bon, ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'amateurisme dont fait preuve l'État face à ces questions cruciales de l'élevage. Et puis, pour terminer, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors effectivement, le foie n'est peut-être pas un bon entrepreneur, mais nous, les paysans, nous sommes les fondations de cette agriculture. Et moi, quand je vois les responsables agricoles de la FDSEA ce matin, mon ami Olivier, l'ensemble des responsables du lait, de la viande, qui s'occupent un coup du râteau-pied, je ne sais plus où il est boulé, du lait, du rang, on sent qu'il a envie de défendre la cause, Christine Valentin bien évidemment, l'ensemble des responsables agricoles, quand on voit la passion qu'ils mettent, eh bien je puis vous dire que l'agriculture a de l'avenir, parce qu'un métier qui a des gens qui défendent, un métier qui a des hommes et des femmes, un métier qui fait vivre un territoire, un métier qui entretient un territoire, un métier qui nourrit une population, c'est un métier qui a de l'avenir. Merci pour votre attention. Le syndicalisme, globalement, mais c'est bien parce qu'on est syndicaliste qu'on est là où on est. Donc, j'en suis fière. Alors aujourd'hui, on a le congrès de la FDSEA. Mais quand même, la FDSEA, les JA, cette année, on en a beaucoup entendu parler, chaque année, mais cette année particulièrement. Une année de crise, une année compliquée, beaucoup de crises. On a la crise de l'élevage, on a commencé par la production de viande, qui commence à faire du bruit, le lait est arrivé malheureusement bien trop vite. On a la sécheresse, on a la FCO qui est là aussi, on avait la PAC, on a quand même eu 2 ans à pondre, et encore, elle est mal pondue. Donc, on a quand même un paquet de dossiers sur la table, et heureusement le syndicalisme a su se mobiliser toute l'année sur tous ces dossiers. Julien le disait, il a refait la chronologie des événements, des manifestations que nous avons fait. Il dit, la dernière c'était le 7 septembre à Bruxelles. Oui, mais rien n'a été résolu depuis le 7 septembre. Nous avons un plan d'urgence qui a été mis en place, une cellule qui vit en Lozère qui a été installée, cellule d'urgence, pour justement voir qui pouvait avoir droit à ces aides que le ministère a mis sur la table, que l'Europe a mis sur la table, mais nous n'avons pas avancé plus que ça. Alors, depuis la semaine dernière, ça bouge un peu. Nous avons quand même 700 agriculteurs qui ont fait des dossiers de demande d'aide d'urgence. 700 alors qu'on en attendait autant que des agriculteurs, nous sommes très déçus. Comment allons-nous prouver, syndicalistes que nous sommes, à l'administration que réellement il y a des problèmes, et des problèmes très graves pour les 2200 agriculteurs lozériens, alors même qu'il n'y en a que 700 qui aujourd'hui se sont fait connaître. Alors il en arrive au fil de l'eau, mais j'en appelle aujourd'hui à l'Assemblée qui est là, faites le forcing autour de vous, faites vos dossiers, vous, mais même si vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt ou d'annuité d'emprunt à payer chaque année, on a tendance à dire mais vous ne serez pas éligible ou c'est pas la peine de faire la demande. Ça ne recouvre pas que les intérêts d'emprunt qui seront pris en compte. Il y a tout un tas tout un système qui est mis en place derrière entre la MSA, la taxe foncière, bien sûr la prise en compte des intérêts d'emprunt, l'année blanche possible, qui se feront à partir des déclarations des agriculteurs en DDT. Donc faites-vous connaître, faites connaître vos voisins, il faut que le maximum d'agriculteurs soient connus et fassent un dossier en DDT. Vous avez jusqu'au 31 décembre, nous avons jusqu'au 31 décembre, j'ai déjà fait le nous avons jusqu'au 31 décembre pour le faire et il faut le faire. Ça, c'est pour la réponse rapide. Sur le prix, évidemment, je partage tout ce qui s'est dit cet après-midi et je suis persuadée, j'ai posé la question volontairement à Thierry, je l'ai dit, je le redis, je suis persuadée qu'en Lozère, la qualité de nos produits, la qualité de nos territoires, l'entretien que nous avons fait de nos paysages doit être reconnu. Nous ne devons pas avoir la réglementation qui nous arrive dessus, préserver des prairies sensibles, par exemple. Quelle fumisterie! En Lozère, nous les avons préservées depuis toujours. On veut relancer l'agroforesterie au niveau national.
Je leur ai répondu l'autre fois qu'il y avait plus de 2000 ans qu'on faisait de l'agroforesterie. Donc il y a des choses qui peuvent se faire en Lozère, mais d'abord et avant tout, retroussons-nous les manches. Je partage complètement le discours d'Olivier et le discours de Julien. Retroussons-nous les manches, mettons-nous autour de la table, regardons la valeur ajoutée que nous pouvons laisser sur nos territoires. Et prenons-les en main. Nous avons tenté avec la Chambre d'agriculture, mes prédécesseurs à la Chambre d'agriculture, de créer des filières de qualité sur le lait, sur la viande. Elles sont là, ces filières, elles existent, mais elles ne vivent pas autant qu'elles pourraient amener à nos territoires. Il faut se reprendre, c'est le moment, et on le sait, c'est quand les prix sont bas que c'est le moment où ça marche le mieux. Bien sûr, quand les prix seront hauts, il va falloir tirer encore ces filières de qualité vers le haut pour qu'il y ait encore un différentiel. Mais là, ces jours-ci, on aurait les filières de qualité qui marcheraient en plein essor, on les a. L'Aïol est une preuve pour le lait. Fleur d'Aubrac ou BFA sont des preuves que ça peut marcher, qu'on peut tirer le prix vers le haut. Donc allons-y, retroussons-nous les manches, mais il faut qu'on soit tous unis derrière des projets et qu'on les porte tous ensemble. J'entendais ce matin, j'étais au congrès de l'ANEM hier et aujourd'hui, donc l'Association nationale des élus de la montagne au Puy. J'entendais Laurent Wauquiez qui disait au congrès, je le cite, « Chez les montagnards, il n'y a pas de place au découragement, mais par contre, laissez la montagne respirer. » Et je crois que c'est une des volontés que nous devons mettre en avant, faire reconnaître une fois de plus le territoire montagne. C'est une des forces pour nos territoires. Et ce n'est pas Thierry aujourd'hui qui va me contredire, puisqu'il l'a dit au début, il a une partie de son exploitation en zone de montagne. Et je crois réellement que la montagne peut nous sortir, la reconnaissance du mot montagne peut nous sortir d'une partie des problèmes que nous avons. Mais pour cela, il faut que l'acte 2 de la loi montagne soit reconnu jusqu'à la loi et jusqu'au décret. Puisque ce sont les décrets qui appliquent. Et là, j'en appelle monsieur le préfet, les services de l'État. C'est pas le tout de sortir une loi au printemps sur la montagne, ou en tout cas la revoir cette loi montagne. Il va falloir aller jusqu'au décret et dire réellement l'application qu'on en fait et essayer d'interpréter les textes ou de ne pas les interpréter justement, parce qu'on a toujours l'art d'interpréter comme ça nous arrange en France. C'est quelque chose de merveilleux. Il va falloir aller jusqu'au bout. Et cet acte 2 qui est en train de se construire sur la loi montagne, avec 37 propositions de députés, il faut la porter jusqu'au bout. Je pense qu'on a besoin de tous pour la porter, parce que ça ne peut qu'apporter à nos territoires et à notre agriculture. Sur la PAC 2020, nous devons aussi énormément réfléchir, et tout de suite. Alors vous me direz, on n'a pas réglé celle d'aujourd'hui. Je suis d'accord, on n'a pas réglé. Elle se règle plus localement qu'elle va nous se faire au niveau national, j'en ai bien peur. Il faut qu'on travaille évidemment sur la PAC actuelle, les visites rapides, j'en parlais tout à l'heure, mais il faut aussi qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture pour pouvoir la défendre dans une PAC 2020, dans une politique agricole forte pour les territoires de montagne à l'avenir. C'est à chaque fois la même chose, on essaie de réfléchir avant et on est toujours pris par le train et on est obligé de courir derrière. Cette fois-ci, on le sait, on vient juste de sortir d'une, 2020, on l'a toujours su d'ailleurs, 2020 arrive, préparons-nous, disons ce qu'on veut pour la politique de la montagne et la politique de notre agriculture, des territoires que nous représentons en 2020.